Là, j'interviens après un certain nombre d'interventions. Le risque est toujours d'être redondant, mais je vous parle d'une place un petit peu particulière, puisque je travaille depuis 2014 au sein donc de l'UCLAT, donc une unité policière, avec la présence d'un psychologue qui était aussi très novatrice au moment où je suis arrivée, puisqu'il n'y avait jamais eu de psychologue au sein d'un service de renseignement. Qui plus est, ce service de renseignement était quand même protégé par le secret défense et donc avec un devoir de réserve qui pouvait être exacerbé. Alors peut-être pour être clair dans ce que je vais dire, le rôle de la famille dans la prévention primaire, secondaire et tertiaire, définissons déjà ce que sont ces niveaux. Eh bien, primaire, c'est agir en amont sur les facteurs de risque. Donc, les facteurs de risque, c'est quelle disponibilité a le sujet qui va être capté, quelles sont ses vulnérabilités. Au niveau secondaire, c'est agir et intervenir à un stade précoce du processus évolutif. Donc, c'est en termes de dépistage. Donc là, ce sont des définitions que j'ai reprises auprès de la Haute Autorité de Santé. Et le rôle des familles au niveau tertiaire, c'est agir quand on se retrouve en présence de complications sur les risques d'actes ultimes de rechute ou de récidive. Et c'est vrai que la récidive, il va falloir l'aborder, puisque là aussi, dans la démarche des familles, on retrouvera souvent, je dirais, des allers et retours entre la saisine d'une instance d'aide et puis la rétractation, parce qu'effectivement, cette problématique est effectivement très anxiogène, très culpabilisante et très effractante pour les familles. Donc la radicalisation, on en parle beaucoup, mais il y a effectivement beaucoup de confusion entre ce processus. On est tous d'accord qu'il s'agit d'un processus qui va d'une croyance et qui peut aboutir jusqu'au passage à l'acte terroriste. Mais entre cette croyance et ce passage à l'acte ultime dans un acte terroriste, il y a tout un tas de paliers. Donc c'est une problématique qui est évolutive, qui est processuelle, complexe, protéiforme, qui touche tous les publics, tous les milieux sociaux, majeurs, mineurs, hommes et femmes. Et là, il va falloir aussi faire un certain nombre de différenciations entre effectivement tous ces échantillons que j'aurais rencontrés et dans quel cadre. Donc, pour rappel, je vous dirais que la politique de prévention a été mise en œuvre donc, en avril 2014. Elle a été mise en œuvre de manière assez rapide et il était question de faire abriter la plateforme du numéro vert auprès de laquelle j'ai travaillé donc, pendant ces 4 années pour accueillir donc, tous les signalements, tous les appels qui entourent ce qu'on a appelé la radicalisation sans pour autant la définir. Donc c'était aussi un aggloméré de tout un tas de définitions, de tout un tas de manifestations sans que l'on sache toujours de quoi on parle. La radicalisation, c'est vrai qu'on peut encore la définir et je trouve que M. Guéraud ce matin a bien expliqué qu'il n'arrivait pas à y mettre une définition précise, hormis celle qui a été véhiculée tout au long de ces années. Cette plateforme donc, a été confiée au ministère de l'Intérieur et en l'occurrence à la police nationale. Et dans cette plateforme, eh bien, il a fallu effectivement la rendre, je dirais, opérationnelle. Lorsqu'on a 48 heures pour la mettre en œuvre, eh bien, on a eu recours à ce qu'on appelle à des réservistes, donc des policiers qui ont une longue expérience professionnelle, mais aussi humaine, puisqu'on s'adressait en principe à des policiers expérimentés à la retraite. Ces policiers avaient donc une réalité humaine qu'ils avaient donc en tout cas démontrée et étaient chargés donc d'apporter cette dimension humaine à un accueil qui n'était pas simple parce que, et vos réactions ce matin étaient édifiantes, dès qu'on parle de police, eh bien on l'associe à délation, on l'associe bien souvent à quelque chose qui finalement n'est quand même pas politiquement correct dans la démarche que l'on va faire, parce que très culpabilisée, parfois aussi très ambivalente. Donc, je crois que ce qui est important aussi à retenir, c'est que dans cette plateforme, eh bien, elle est tenue par des humains,
Et ils reçoivent donc des appels aussi d'autres êtres humains. Donc c'est une démarche qui est quand même, qui n'a pas été préconisée, hormis ce que je viens d'apprendre, que parfois elle pouvait être préconisée par une association, mais en principe, c'était quand même de l'initiative des personnes. Donc il n'y avait pas de prescription en amont, et ça, je pense que c'est intéressant. Donc c'est une démarche, mais une démarche qui n'aura pas été facile, parce qu'il y aura à l'autre bout de la ligne non pas un psychologue, pas un thérapeute, il y a un policier. Un policier, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on prend le risque, effectivement, de dénoncer quelqu'un, la délation. On prend le risque peut-être aussi de se tromper, et donc dans cette démarche-là, il peut y avoir de la culpabilité, il peut y avoir beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qu'on prend comme risque aussi? C'est le risque eh bien, d'être dans un mouvement, je dirais, émotionnel, parce qu'on constate quelque chose et qu'on a donc, sur le moment T, eh bien, il y a dans ce moment T un moment où on peut être submergé par l'émotionnel, par une espèce de sidération, d'effraction, enfin tous ces termes que vous avez utilisés, et on peut peut-être passer à côté et faire une confusion avec autre chose. Donc je dirais, ce que j'essaye de vous dire, c'est que dans la démarche de l'émetteur, il y a tout un tas de problématiques humaines qui existent aussi dans l'accueil du récepteur, puisque à l'autre bout, il y a un policier avec sa réalité humaine, sa réalité au moment T, et il y a donc ce filtre interprétatif qui est toujours là. Et donc, après, qu'est-ce qu'on en fait de cet appel? Parce qu'il y a appel et signalement. Or, il y a souvent confusion entre appel et signalement. Eh bien, cet appel, il va donner lieu à une analyse qui va être assez immédiate et où on va essayer de mobiliser des regards croisés de manière à ne pas se tromper ou de faire, en tout cas, de prendre un minimum de risques pour essayer que cet appel soit ou non un signalement. Alors, pour votre information, dans ce que je vais vous dire, je me base quand même sur à peu près plus de 22 000 signalements, alors qu'il y a pratiquement 55 000, voire entre 55 000 et 60 000 appels. Donc vous voyez, il y a déjà une perte qui est très très importante entre ceux qui émettent et ensuite ceux qui reçoivent et après ce qu'on en fait. Donc je pense que ça c'est important à retenir. Il y a le fait aussi qu'ensuite cette plateforme dirigée ensuite vers les services déconcentrés et en l'occurrence les préfectures. Donc là aussi, il y a une autre démarche, préfecture qui va être chargée de l'évaluation, avec là aussi, avec une définition de la radicalisation qui est quand même, je dirais, aussi très, je dirais, en lien avec le service qui reçoit, qui va aussi devoir prendre des mesures par rapport à ce signalement. Et je pense que ça, il faut l'avoir en tête aussi, puisque chaque fois, il y a ces personnes qui sont humaines, qui vont devoir prendre des décisions, certes souvent collégiales, mais avec aussi, et ça l'expérience l'a prouvé, avec des déclinaisons qui ne seront pas identiques, quelle que soit la préfecture. Il y aura des niveaux d'interprétation, il y aura des réalités contextuelles qui seront différentes dans certaines préfectures, avec un accueil de ce signalement qui sera tout autre. J'y reviendrai. Donc, il y a ce travail d'analyse des démarches, des contenus et des suivis qui est réalisé et qui peut être aussi proposé par les familles avec une notion de durée, de niveau d'adhésion, de défense, d'abandon et de rupture qui va jouer effectivement dans le traitement de ce signalement. Et je pense que ça, il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire que cette famille, lorsqu'elle appelle, elle est en demande de quelque chose. Et il va y avoir effectivement un certain nombre de réponses qui vont être données et qui vont donner lieu, bien souvent, au rôle que j'ai occupé donc dans ce dispositif, c'est-à-dire parfois de la colère, de l'incompréhension, de l'abandon, en tout cas tout un tas de ressentis par rapport à la manière dont leur appel aura été géré et où ils auront l'impression qu'ils n'auront pas toujours été entendus, ou alors qu'ils n'auront pas été compris. Et ça, je pense qu'il faut aussi avoir à l'esprit qu'il y a donc ces différents filtres qui vont conditionner
le traitement de cette radicalisation. Ça me paraissait important de le dire. De dire aussi que la pratique là du psychologue à un niveau où il y a un signalement avec tout, je dirais, toutes ces ambivalences, avec toutes ces hésitations, toute cette culpabilité, toute la colère, enfin toute cette charge émotionnelle qui entoure cet appel, eh bien, l'accueil du psychologue ajoute à la dimension humaine qui avait été également pensée par nos instances décidantes, hein, lorsqu'ils ont mis en place ce dispositif. Et il va falloir aussi là que dans le niveau, je dirais, d'accueil du psychologue, eh bien, il puisse aussi les aider, en tout cas à analyser ce qui leur arrive au niveau d'un proche. Ça pouvait être leur enfant, leurs petits-enfants, parfois un neveu, une nièce, un frère, une sœur. Les proches, ça englobe donc toute la famille, avec un rôle quand même qui sera important et que je vais développer. Ceci étant, lorsqu'ils appellent, ils n'avaient pas de connaissance de cette thématique. Cette thématique était nourrie par une espèce d'hystérisation aussi qui était ambiante, souvent une récupération médiatique, avec un certain nombre d'indicateurs qui avaient été galvaudés, médiatisés, je dirais vulgarisés. Et ils arrivent donc avec ce bagage et il va falloir analyser, est-ce qu'on est dans un processus de radicalisation ou est-ce qu'au contraire on est juste à côté? Et dans ce processus de radicalisation, à partir de tous ces signalements qui arrivaient, et il y avait donc beaucoup d'appels, il y avait donc un certain nombre de fiches qui m'ont permis de retirer des indicateurs qui illustraient aussi, je dirais, toute cette diversité d'approches du phénomène et que j'avais répertorié sous l'acronyme ASPE, apparence, stratégie, personnalité, profil, enfin, qui sont ces personnes, quels étaient, quel est l'environnement dans lequel ils évoluaient, quel est le comportement observable et aussi que disent-ils de tout cela. Donc il y avait en fait tous ces faisceaux d'indicateurs qu'il va falloir aussi reprendre avec ces familles et c'était éminemment riche puisque ces familles, en termes de prévention primaire, apportaient énormément d'informations à la connaissance que nous avions et qui était très rudimentaire au début et qui a évolué. Cette connaissance, elle a évolué parce qu'on est dans une interaction aussi avec ceux qui captent, ceux qui sont des rabatteurs. Cette interaction, elle est la suivante, c'est-à-dire que plus on essayait d'affiner l'observation, autant, je dirais, ces rabatteurs adaptaient quant à eux leur méthode de recrutement, leur méthode d'approche des victimes ou des personnes qui étaient captables. Et donc, ça modifiait, si vous voulez, souvent, je dirais, les différents indicateurs, aspects dont je viens de vous parler. Et puis, il y a une autre source aussi qui m'a permis d'apprécier ce rôle des familles, c'est tous ces retours qui remontaient des préfectures, qui étaient parfois portés par ces familles, qui étaient déçus de la manière dont leur dossier avait été traité. Mais il y a aussi tous les praticiens qui appelaient parfois le numéro vert, qui étaient désemparés, qui estimaient ne pas avoir la formation idoine pour accueillir et traiter de ces problématiques, qui souvent leur étaient orientées parce qu'on ne savait pas non plus de manière déconcentrée qu'en faire de tous ces signalements. Donc il y avait aussi, je dirais, tout cet apport, tout cet enrichissement qui a permis peut-être de mieux appréhender la problématique, mais aussi d'être parfois aussi plus fin dans l'accueil de ces familles, dans ce qu'elles pouvaient nous apporter, dans l'écoute que nous pouvions leur réserver par rapport à ce qu'ils allaient nous donner et dans ce que nous allions leur proposer de manière à ne pas rompre le lien, parce que ça aussi c'est énorme, c'est essentiel. Il fallait surtout que ces proches arrivent à garder le lien avec cette personne qui subitement était complètement en fracture, en rupture, en dissonance avec un mode de fonctionnement antérieur. Donc il y avait cette rupture et il y avait pas toujours de la violence agie, mais c'est une violence qui était parfois éprouvée.
éprouvé parce que dans le comportement du sujet, eh bien, ce qu'il exprimait était éminemment violent que par rapport à ce qu'il connaissait auparavant. Donc les constats, je le répète, 750 familles que j'ai accompagnées avec une fréquence qui était quand même entre 1 et entre 2 et 7 à 8, je dirais, entretiens qui étaient répartis dans le temps avec, je dirais, parfois des écarts très, très importants entre un premier appel, une première demande d'aide et un appel lorsqu'il y avait une insatisfaction par rapport à la prise en charge, par rapport à l'interprétation qui était faite de la démarche. Parce que qu'est-ce qu'il y a à l'autre bout? Eh bien, on a des acteurs qui méconnaissent. On parle de pluridisciplinarité, certes, mais il y a aussi pluri-institutionnalité. Il y a une appropriation des institutions de cette problématique qui est diverse, qui est souvent liée à la connaissance et aussi à leurs propres objectifs. Il y avait donc toute cette diversité, je dirais, d'appréhension du phénomène qui ne prenait pas toujours en compte un certain nombre de facteurs qui étaient évolutifs, dont la dissimulation, dont le fait aussi qu'il n'y a pas toujours non plus... il fallait rompre le cou aussi à tous ces clichés qu'il y avait, qui sont les suivants. On se radicalise sur Internet, on est dans les prérequis, il y avait beaucoup de messages à vous faire passer et finalement je n'y arrive pas. Il y avait donc voilà, j'ai perdu le fil. Dans les prérequis, oui, donc ils étaient évolutifs et au niveau des acteurs, il y avait donc parfois une méconnaissance de ceux-ci, avec une volonté, parce que l'être humain est ainsi fait, c'est que lorsqu'on ne comprend pas un phénomène, lorsqu'on ne sait pas comment faire, on utilise des protocoles que l'on connaît bien, on utilise des méthodes que l'on connaît bien, et on essaye parfois de coûte que coûte de les appliquer. Ce qui fait qu'au niveau des familles, il y avait de la frustration, parce que souvent on banalisait une situation, un processus de radicalisation, on essayait d'être dans le déni, et on culpabilisait parfois encore davantage les familles en leur disant « mais laissez-les se séparer » puisque la population, elle se situe entre 12 et 26 ans. On leur disait également « laissez-les, ils sont simplement amoureux ». En définitive, ce sont des protocoles que l'on appliquait et on culpabilisait, on victimisait peut-être quelqu'un qui était dans un processus qui pouvait aboutir à un acte violent et on oubliait, ça c'est éminemment important, et on confondait déclenchement et, je dirais, au début. C'est-à-dire que pour eux, le déclenchement de la radicalisation, c'est au moment où ils l'avaient repéré. Donc la détection et le déclenchement du signalement, eh bien ce temps-là où il y a tout un tas de germes déjà qui pouvaient être importants, que la famille avait repéré, qu'elle n'avait pas mis en sens, eh bien, était important à connaître et devait être travaillé parce que très souvent, il y avait cette confusion-là. C'est à partir d'un moment-là et on essaye de travailler à ce moment T. Et les policiers aussi le faisaient à un moment donné avec leur grille, d'où la nécessité de se parler. Le policier, lorsqu'il analyse une radicalisation, c'est sur le moment T. Le moment T qui se passe, mais on oublie aussi d'investiguer toutes ces informations que la famille qui a accès à l'histoire transgénérationnelle, qui a accès à des comportements, qui a accès à des conduites de dissimulation, qui a accès également à l'adaptation que fait le sujet à partir du moment où il sait qu'il est repéré, eh bien toutes ces informations-là démontrent combien ces familles sont importantes dans la prise en compte du phénomène et qu'il faut absolument les intégrer dans ce qu'on va appeler dans le processus de prise en charge, de désengagement que l'on va mettre en place et qui doit être conduit nécessairement, non pas simplement par des psys, mais par, toute l'équipe
pluridisciplinaire qui doit travailler en réseau, en inter-institutionnel, en interdisciplinarité, j'allais dire indisciplinarité et je dirais beau lapsus. Donc ça, je pense que c'est important. Et pour ce faire, eh bien, on ne peut pas se satisfaire simplement, je dirais, de préconisations. Il faut donner des moyens. Et ces moyens, eh bien, je m'aperçois aussi que lorsque ça devenait dangereux pour les professionnels, il y avait abandon. Il y avait parfois abandon du sujet parce que la famille n'avait pas été mise dans la boucle et le jeune repartait dans la nature. Donc ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Donc donner les moyens pour aussi professionnaliser les psychologues qui peuvent jouer un rôle, en tout cas au niveau de la mise en lien du réseau. Et j'aurai l'occasion, en tout cas, d'entendre Noël Diebold demain, avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui va présenter une expérience de travail en réseau et de prise en charge de déradicalisation qui finalement qui va illustrer un petit peu toute la complexité du signalant. Je vous remercie. Il y avait beaucoup trop de choses à dire.